Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie tumorale maligne de la peau. C'est une prolifération qui est dite le sarcome pléomorphe dermique. C'est une prolifération qui présente beaucoup de similarités par rapport à une entité qu'on avait déjà discutée, qui est le xanthofibrome atypique. Mais bien sûr, on va insister sur les éléments qui vont permettre de différencier entre les deux entités. Le sarcome dermique pléomorphe, c'est une entité qui est assez rare, qui va atteindre les sujets âgés de plus de 50 ans et avec une prédilection au niveau de la tête et surtout au niveau du scalp. C'est une lésion qui va donner un nodule qui va être souvent ulcéré en surface avec une croissance qui va être rapide. Sur cette vidéo, on va voir sur un exemple l'aspect morphologique de ce sarcome dermique pléomorphe. Voilà, donc ça c'est la lame virtuelle qu'on va utiliser afin d'étudier l'aspect morphologique de ce sarcome pléomorphe dermique. C'était un nodule au niveau du scalp d'un patient âgé de 60 ans et on a fait une exérèse. Comme vous voyez, c'était un prélèvement qui était fragmenté. On n'a pas notre prolifération tumorale, on n'a pas notre prélèvement, notre fragment cutané en un seul morceau, en un seul segment. On a plutôt différents fragments qu'on peut observer. Et puis on va commencer par celui-là. On voit très bien un prélèvement de nature cutanée avec un épiderme qui est à ce niveau. On voit également notre derme. C'était également un prélèvement qui était assez profond parce que on va vérifier ceci sur les autres fragments. Il y a des fragments qui ont porté sur le tissu hypodermique. Un élément important à évaluer pour estimer et pour évaluer l'extension en profondeur de notre prolifération, un peu pour trancher entre sarcome dermique pléomorphe et xanthofibrome atypique. Alors on voit à plus fort grossissement, notre épiderme, c'est un épithélium qui est tout à fait respecté, on n'a pas d'ulcération, on n'a pas de perte de notre revêtement, chose qui est assez rare dans les cas de sarcome pléomorphe dermique, notamment classiquement, on doit s'attendre à avoir une ulcération, ce qui va être identifié déjà à l'étape clinique et à l'étape macroscopique. On voit très bien notre derme qui est massivement infiltré par une prolifération tumorale. C'est une prolifération qui est disposée essentiellement en des faisceaux qui sont courts entrecroisés. Il faudra néanmoins garder à l'esprit qu'il est possible d'observer une architecture qui est storiforme, un peu en rayon de roue, ce qu'on observe classiquement dans les cas de dermatofibrosarcome, ainsi que ce qu'on appelle une disposition, ou bien une architecture en nappe, ça veut dire sans disposition particulière des cellules tumorales. Alors si on va passer à un plus fort grossissement, on va noter que la majorité des cellules, c'est des cellules de nature fusiforme, ça veut dire des cellules allongées avec des noyaux, et puis de part et d'autre de ce noyau, on a la présence de prolongements cytoplasmiques. On voit également un pléomorphisme qui est assez marqué, on voit une différence remarquable concernant les tailles et les formes des noyaux qui sont un peu de petite taille comme par exemple celui-là, et d'autres qui sont de taille qui est beaucoup plus importante, et une fois on dépasse les 3 fois le volume concernant les noyaux les plus gros par rapport aux plus petits, on parle alors d'un pléomorphisme nucléaire. On voit également des quantités variables de cytoplasme, mais généralement ça reste un cytoplasme qui est assez abondant. Concernant la teinte, ça varie généralement entre l'éosinophile et l'amphophile. On voit très bien une prédominance de cette teinte amphophile, ça veut dire un caractère qui est un peu un mélange entre l'éosinophile et le basophile. On voit également des cellules qui sont multinucléées, ça veut dire qu'ils comportent plusieurs noyaux au sein de leur cytoplasme, comme par exemple à ce niveau. Rappelez-vous très bien que c'était les mêmes caractéristiques qu'on avait vues sur l'exemple du fibroxanthome atypique. On voit ici par exemple plusieurs noyaux au sein d'un même cytoplasme. Là aussi un autre exemple, un joli exemple peut-être d'une cellule rassemblant un minimum de 7 noyaux ou bien même 10 au niveau d'un même cytoplasme. C'est des cellules géantes tumorales, puisque on voit très bien que les noyaux ils sont eux aussi atypiques, bien sûr à différencier de cellules géantes ostéoclastes-like qui vont elles présenter des noyaux qui sont totalement bénins, rappelant l'aspect de noyaux de cellules histiocytaires. On voit également une abondance de mitoses. Par exemple ici on voit une mitose, une cellule qui est en mitose, là aussi une autre qui est en mitose. Si je descends un peu plus profondément, voilà une autre cellule géante, et puis ici on voit très bien le passage d'un canal sudorifère. On cherche les mitoses, on va tomber sur une mitose à ce niveau, une autre qui est là,
une autre qui est là, on a une autre qui est là, une autre, de nouveau une autre mitose, et on voit très bien que beaucoup de ces mitoses présentent en fait une forme qui est atypique, c'est ce qu'on appelle tout simplement des mitoses qui sont atypiques, comme par exemple à ce niveau où on voit très bien la division et la répartition du matériel génétique en 4 pôles au lieu d'avoir la répartition normale en 2 pôles. On peut apprécier également le fan, ça veut dire l'espace qui est situé entre les cellules tumorales, c'est un fan qui est fibreux, c'est ce qu'on appelle la stromaréaction. On voit très bien qu'elle est représentée essentiellement par des fibres, par des faisceaux qui sont assez épais de collagène. On peut avoir également une stromaréaction sous forme d'hyaluronisation ou même une stromaréaction qui est myxoïde. Voilà, et en fait j'avais oublié aussi de mentionner que les lésions d'élastosolaire, c'est des lésions qui sont assez souvent retrouvées au niveau bien sûr du derme superficiel, chose qui n'est pas visible ici, probablement en rapport avec l'envahissement qui est un peu étendu de notre prolifération, ce qui va cacher en fait des lésions d'élastose solaire. Alors passons maintenant et changeons maintenant notre fragment qu'on est en train d'observer, passons plus précisément à des fragments qui sont un peu plus profonds pour vérifier est-ce que la prolifération qu'on est en train d'observer, est-ce qu'elle envahit les plans beaucoup plus profonds, bien sûr à l'inverse de ce qu'on allait observer si on était devant un cas de xanthofibrome atypique. Rappelez-vous que c'est l'une des principales différences entre les deux entités. Regardez-moi ça, sur ce fragment, on voit très bien, quoique c'est un peu caché par la prolifération tumorale, mais on voit très bien ces vacuoles qui sont claires. Tous ces espaces qui sont clairs, qui sont optiquement vides, qui sont de tailles différentes, ça représente des adipocytes qui sont en fait envahis par les cellules tumorales. Ceci voudra dire que les espaces un peu lobulaires qu'on est en train d'observer qui contiennent ces vacuoles claires, ça représente en fait des lobules adipeux qu'on va trouver bien évidemment au niveau de notre hypoderme. Donc c'est une prolifération qui atteint l'hypoderme. On peut avoir également une atteinte du fascia et aussi le muscle strié, c'est une prolifération tumorale maligne qui peut atteindre des plans qui sont assez profonds. Un autre élément qui est juste à côté, qui va être en faveur de notre diagnostic de sarcome dermique pléomorphe, ça va être la nécrose. C'est ce foyer qu'on est en train d'observer ici. On voit très bien des régions qui sont un peu éosinophiles, montrant un peu un aspect fantomatique des cellules tumorales, ce qu'on voit ici. Et puis au centre, on a des noyaux cariorexiques, bien sûr, de cellules polynucléaires. C'est des polynucléaires neutrophiles qui sont détruits secondairement. Ça veut dire que c'est un foyer de nécrose secondairement suppuré. Là aussi, en plus profond, on a un autre foyer de nécrose qu'on peut observer à ce niveau. Donc on a la nécrose, on a également la présence d'un envahissement qui est assez profond, et on a en troisième lieu les emboles vasculaires ainsi que les engagements périnerveux. La présence d'au moins un de ces trois éléments, ça va être en faveur d'un sarcome pléomorphe dermique, à l'inverse de ce qu'on va observer dans des cas de xanthofibrome atypique. En plus de ces éléments, j'aimerais ajouter un autre concernant la taille. Les nodules qui sont secondaires à des xanthofibromes atypiques, c'est-à-dire la prolifération elle-même, elle mesure généralement moins de 1 cm, à l'inverse des cas de sarcome pléomorphe dermique qui vont avoir une taille moyenne de 2,5 cm. Passons maintenant à la discussion sur la présentation dans laquelle je vais mentionner l'immunohistochimie. Là aussi, exactement comme ce qu'on a vu pour le xanthofibrome atypique, on doit utiliser l'immuno afin surtout d'éliminer les diagnostics différentiels, notamment on ne doit pas avoir de différenciation malpighienne, chose qu'on devrait déjà avoir éliminée à l'étape de la morphologie en observant bien notre épithélium, notre épiderme. Bien sûr, on doit éliminer la présence de foyers de carcinome épidermoïde in situ, on doit éliminer également la nature mélanocytaire en utilisant bien sûr des anticorps et en éliminant et en examinant bien l'épiderme pour éliminer des foyers de mélanome in situ, on doit utiliser également l'immuno pour refuter, pour éliminer une nature musculaire, une nature vasculaire et également toute autre tumeur mésenchymateuse. Après tout ceci, après avoir éliminé tous les diagnostics qu'on vient de citer, là on pourra retenir le diagnostic d'un sarcome pléomorphe du derme. Je passe maintenant rapidement à la présentation, à la récapitulation. Donc on était en train de discuter ce fameux sarcome dermique pléomorphe. On l'appelle également l'histiocytofibrome malin superficiel ou bien aussi le sarcome pléomorphe indifférencié. C'est un sarcome qui présente plusieurs similarités par rapport au xanthofibrome atypique, mais avec un comportement qui est plus agressif, notamment par une extension vers le tissu sous-cutané, vers le fascia ainsi que le muscle, par la présence de nécrose et par la présence d'emboles vasculaires. Et on ne doit pas trouver
une différenciation particulière. C'est une pathologie rare qui touche les sujets âgés de plus de 50 ans, prédominance masculine, elle atteint surtout la tête et surtout le scalp, et souvent sous la forme d'un nodule ulcéré avec une croissance qui est rapide. Macroscopiquement, c'est un nodule hétérogène à la coupe, avec des foyers de nécrose et d'hémorragie. La moyenne de taille va être de 2,5 cm, et puis sur le plan microscopique, tout d'abord on va examiner les éléments tout autour de notre prolifération. On pourra tomber sur des lésions d'élastose solaire. C'est une prolifération qui va avoir une extension profonde, qui peut passer vers l'hypoderme, pas seulement, mais on peut avoir également un passage vers le fascia ainsi que les plans musculaires. L'ulcération en surface, elle est fréquente, mais on doit avoir une absence de différenciation qui oriente vers une tumeur adipeuse, ça veut dire on ne doit pas trouver de lipoblaste, une différenciation ostéosarcomateuse, on ne doit pas objectiver d'ostéoïdes, et puis on ne doit pas avoir une différenciation épithéliale. Les caractéristiques similaires par rapport au xanthofibrome, c'est l'architecture, parce qu'on peut avoir exactement comme les cas de xanthofibrome atypique, une architecture qui est stériforme, fasciculaire ou en nappe, ou bien un mélange entre les trois, et puis sur le plan cytologique également, on a les mêmes cellules qu'on avait rencontrées dans le xanthofibrome atypique, notamment des cellules pléomorphes, fusiformes et ou épithéléoïdes. Le cytoplasme, il est éosinophile ou bien amphophile, les noyaux ils sont pléomorphes, bizarres, parfois multiples, en formant ce qu'on avait appelé des cellules géantes, tumorales bien sûr, et puis les mitoses sont fréquentes et peuvent être également atypiques. La nécrose, elle est fréquente. Le stroma il est fibreux, mais peut être également myxoïde ou bien hyalinisé. Les ondes vasculaires ainsi que les engagements périnerveux, on pourrait les trouver. Rarement, on a des cellules géantes ostéoclastes-like, ça veut dire des cellules qui sont de nature histiocytaire. On peut avoir également un aspect pseudo-angiomateux. Concernant l'immunohistochimie, ça sert à exclure les autres diagnostics différentiels. Notamment, ce n'est pas une forme sarcomatoïde d'un carcinome épidermoïde. Donc on aura une cytokératine qui est négative et un P63 qui va être négatif. La S100-10 qui va être négatif pour éliminer bien sûr une tumeur de nature nerveuse ou bien aussi mélanocytaire. La desmine qui va être négative, c'est pas musculaire, ainsi la myogénie qui va être négative. CD34 aussi doit être négatif. L'ERG ainsi que le CD31 sont négatifs parce que c'est pas une tumeur de nature vasculaire. Possibilité d'expression focale de certains anticorps. C'est à ces anticorps qu'on doit faire attention, notamment parce qu'ils sont exprimés par les histiocytes qu'on trouve mêlés entre les cellules tumorales. On peut avoir une expression du CD68, du CD163, ainsi qu'une faible expression du S100 ainsi que du CD31. Et puis, à la différence du fibroxanthome atypique, principal diagnostic différentiel devant le sarcome pléomorphe du derme, on a la petite taille, ça veut dire qu'il ne va pas dépasser le 1 cm concernant le fibroxanthome atypique, on a un caractère qui est plutôt symétrique, la cytologie c'est à peu près la même chose, c'est les mêmes cellules qu'on observe sur les deux entités, et puis sur les cas de fibroxanthome atypique, on ne doit pas avoir de nécrose, pas d'envahissement profond et pas d'envahissement ou bien d'invasion lymphovasculaire, ça veut dire tout simplement pas d'embole vasculaire. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.